Bonjour à vous tous ces enfants. Aujourd'hui, nous allons donc corriger ce brevet qui est sorti il y a quelques jours. C'était l'épreuve donc centre étranger, donc dans pas mal de pays dans le monde. Les élèves de 3e des lycées français, j'imagine, ont eu ce sujet de brevet. On va donc le travailler, ça vous permettra ainsi de vous préparer au vote dans quelques jours. Alors commençons par l'exercice 1. Dans cet exercice, chaque question est indépendante, aucune justification n'est demandée. Alors, décomposer 360 en facteurs premiers. Alors, vous connaissez la technique pour décomposer 360 en facteurs premiers. On prend 360 et on va le décomposer justement avec les différents nombres premiers que l'on connaît. On marque la liste. 2, 3, 5, 7, 11... 13, 17, 19, bien sûr, il y en a d'autres, c'est une liste infinie. Le plus souvent, quand on lâche qu'à 19, on en a largement assez pour la suite. Mais vous savez, vous avez tous déjà travaillé pour trouver tout, pour connaître, pas par cœur, mais en tout cas savoir les trouver, tous les nombres premiers jusqu'à 100. De toute façon, la liste ici jusqu'à 19, elle est sans doute suffisante pour ça. Si c'est pas suffisant, on continuera, on ira en chercher quelques-uns. Alors 360, première question, est-il divisé par 2? La réponse est oui, évidemment. 2, parce que c'est le premier de la liste, évidemment. Donc la réponse est oui, évidemment. 360 divisé par 2, ça fait 180. 180 est-il, on pose encore la même question, divisé par 2? Oui, évidemment. C'est 2 fois 90, donc j'écris 2 et 90. 90 est-il encore divisé par 2? Oui. Donc j'écris encore 2 ici et je marque 45 là. 45 est-il divisé par 2? Non. Alors, je passe au suivant dans la liste, qui est 3. 45 est-il divisé par 3? Oui. C'est 3 fois 15. Donc, j'écris 15 ici. 15 est-il divisé par 3? C'est important de faire dans l'ordre 2, 3, 5, etc. Ça permet souvent de ne pas revenir en arrière. Donc, de toujours continuer sur le même nombre. Donc, j'en étais à 3, je continue avec 3. 15 est-il divisé par 3? La réponse est oui. Donc, c'est 3 fois 5. Et là, je pourrais continuer. Mais comme le 5 que j'ai trouvé ici et dans la liste des nombres premiers, je sais qu'il ne sera divisible que par lui-même, et ça fera donc 1, et donc j'aurai terminé. Je peux donc dire que 360, avec un petit onda peut-être, pour faire plus joli, 360 égale le produit de tous ces nombres-là que j'ai trouvés, c'est-à-dire donc 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5. Et on n'hésite pas, puisqu'on est donc en épreuve, on ne va pas faire d'erreur. On a une calculatrice, on en profite. 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5. Est-ce que ça vient de 360? Oui, c'est bon. On ne s'est pas trompé. On peut donc continuer en toute sérénité. Petit 2. À partir du triangle BEJ. BEJ, je vais le faire. Alors B est où? Il est là. Ce petit triangle-là. Voilà, à partir du triangle BEJ qui est là. Rectangle isocèle en I, en J. Donc les distances ici sont les mêmes. On a obtenu par pavage la figure ci-contre. C'est-à-dire qu'on a repris le même triangle. Et on a refait le même triangle un peu partout en le déplaçant, en le tournant, etc. pour faire la figure ci-contre. Question. Quelle est l'image de BEJ justement par la symétrie d'axe BD? L'axe BD, c'est ça. C'est donc symétrie axiale, forcément, parce que c'est une symétrie d'axe. Donc, symétrie axiale. Donc, évidemment, vous savez, ça c'est sixième. L'image de BEJ, ce sera B, parce que l'image de B, c'est B. L'image de E, c'est évidemment F. Et l'image de J, c'est J, parce qu'il est sur l'axe. Donc, ça va faire le triangle BFJ. On voit bien, de toute façon, on voit bien ici la partie symétrique, la partie miroir qu'il y a entre les deux autour de l'axe. On peut donc conclure que petit a, l'image de BEJ par la symétrie d'axe BD, d'axe à droite BD donc, et le triangle BFJ et BFJ. BFJ. Petit b, quelle est l'image de AMH? AMH, c'est ça. Oula. Pas beau là.
AMH. Voilà, ici. Hop là. Bon. AMH qui est l'image de AMH par la translation qui transforme le point E en point B. Donc la translation qui transforme E en B, donc la translation de vecteur EB, d'accord, vous voyez. Donc on part de E, on va vers B dans cette direction-là, parallèle à EB, dans le sens vers en bas à gauche, et d'une distance qui est la distance, enfin d'une longueur plutôt qui est la longueur EB. Alors, pour cela, on prend chacun des points des sommets du triangle et on lui fait subir cette translation. Le point A, évidemment, en suivant la même parallèle, la même longueur, le même sens, va arriver au point E. D'accord? Donc le point A va donner le point E. Le point M qui est là, si je fais subir la même chose, parallèle à EB, dans le même sens, la même longueur, je vais tomber sur le point F. Et quant au point H, qui est là, si je fais la même chose, parallèle à EB, dans le même sens, la même longueur, ça me fait tomber sur le point M. Et H, ça me fait tomber sur le point M. On peut donc conclure que, alors je ne marque pas donc parce que ceci, ça c'est du brouillon, ça. Hein. Vous faites ça au brouillon, évidemment, c'est pas à faire sur la copie, puisque on demande ici aucune justification. Et puis si on avait écrit ça sur la copie, on n'aurait pas fait des flèches, on aurait fait des vraies phrases. Ça c'est vraiment au brouillon, uniquement pour soi. Si on devait le faire sur la copie, j'ai dit, on ferait la phrase. Hein. L'image de A par la translation de vecteur EB, pour aller plus vite, et E. L'image de M par la translation de vecteur EB et F, etc. Donc là, c'est qu'au brouillon qu'on peut se permettre de faire ça. On a donc quoi? Donc, on a donc l'image de AMH par la translation de vecteur EB. Rappelez-vous, la translation de vecteur EB, c'est la même chose que la translation qui transforme E en B. De vecteur EB, c'est plus rapide à écrire. Et alors l'image de AMH, on l'a vu ici, c'est EFM. Et donc EFM. On voit bien d'ailleurs, hein, le triangle que j'avais fait au début, donc AMH et EFM, je le repasse en vert, c'est celui-là. On voit bien que c'est le triangle du départ et je l'ai bien déplacé jusque là. Donc de la bonne direction, dans le parallèle à la droite B, dans le bon sens, j'étais vers en bas à gauche, et la bonne longueur, j'ai bien pris la même longueur que EB. Allez, je vais un peu nettoyer tout ça pour la suite, sinon je vais avoir un peu de mal à voir le reste. Oh, il va pas partir. Voilà. Et lui aussi on l'enlève. Je laisse EBJ qui est mon triangle du départ. Petit c, par quelle transformation passe-t-on du triangle AIH, hop là, au triangle AMD? Alors là, on va sur une transformation où entre le départ et l'arrivée, on n'a pas la même taille. Donc on n'est pas dans les translations, on n'est pas dans les symétries. Lorsque on n'a pas la même taille au début et à l'arrivée, de celles qu'on connaît pour l'instant en tout cas, il n'y a que l'homothétie. Et effectivement, on voit bien ici que c'est ce triangle AIH qui a été agrandi pour obtenir le grand triangle AMD. On a donc une homothétie. Donc on passe de AIH à AMD par une homothétie de centre, centre A évidemment. On voit bien que c'est le point A qui ne change pas. Hein. Rappelez-vous, en homothétie, on retrouve du Thalès. Hein. On retrouve tout simplement du Thalès. On retrouve une configuration de Thalès entre le petit triangle de Thalès et le grand triangle de Thalès. Hein. Le grand triangle, c'est l'image du petit par une homothétie de centre A et de rapport. Alors de rapport, c'est quoi? Donc c'est comment est-ce qu'on passe cette longueur-là à cette longueur-là? Évidemment, c'est le double, parce que la distance ici, on la retrouve là.
Donc c'est donc la distance AD, c'est bien le double de la distance AH. Donc le rapport c'est 2. Donc c'est le rapport de la taille, les dimensions, les longueurs sont multipliées par 2. On continue. Pour cela, j'efface tout ça parce que je n'aurai pas la place sinon pour faire les autres questions. Et je préfère garder les énoncés quand même devant moi. Et on n'aura plus besoin de ça de toute façon. Voilà. Alors, calculer en détaillant les étapes. C'est la question 3. Donc là, vous avez vu, là, autant on disait ici, aucune justification n'est demandée. Mais malgré tout, dans la 3, ben, on la demande la justification. On la demande dans les étapes. Si on donne juste le résultat final, ça ne marchera pas. Alors on réécrit le calcul. 7 sur 2 plus 15 sur 6 fois 7 sur 25 égale. Alors évidemment, on sait qu'on va commencer par la multiplication. On sait également que quand on a une multiplication, on ne se jette pas directement dessus. On va essayer de simplifier au maximum avant de faire cette multiplication. Le 7 sur 2, bon, j'y touche pas évidemment pour l'instant. Et je vais simplifier. Alors, qu'est-ce que je peux simplifier ici? Ben, le 15 et le 25, par exemple, je peux clairement simplifier par 5. 25 divisé par 5 va rester 5. Et 15 divisé par 5, il va rester 3. Donc, ce qui me fait 3 sur 6 fois 7 sur 5. Mais j'ai également, donc la première fraction, c'est 3 sur 6. 3 sur 6, je peux simplifier par 3. Donc, le 3 va devenir 1 et le 6 va devenir 2. 6 divisé par 3, ça fait 2. Et en haut, 3 divisé par 3, ça fait 1. Ce qui me fait donc 7 sur 2 plus, ça je ne change pas. Il reste quoi finalement au numérateur? Enfin, dans la fraction, il reste 1 fois 7. Et en bas, 2 fois 5. D'accord? Bon, ce qui fait 7 sur 2 plus 7 sur 10. Pour pouvoir faire cette addition, il faut évidemment que je vérifie, c'est-à-dire que je vérifie, que je mette au même dénominateur. Donc, je dois avoir 10 comme dénominateur commun, évidemment. Donc, le 2 doit être multiplié par 5, et donc le 7 aussi. Ce qui me fait donc 35 sur 10, plus 7 sur 10, qui me fait donc 42 sur 10. Évidemment, je n'en reste pas là. C'est d'ailleurs marqué ici. On donnera ça sous la forme d'une fraction irréductible. Je vous rappelle, fraction irréductible, ça veut dire qui est simplifiée. Donc, il faut simplifier la fraction. Là, je peux évidemment la simplifier par 2. 42 divisé par 2, ça va me faire 21. 21 sur 5. 21, c'est 3 fois 7. Hein, donc, il n'y a pas de 5 dedans. Donc, on en reste là. La solution finale, c'est 21 sur 5. Passons alors à l'exercice 4, où il fallait donc indiquer sur la copie l'unique bonne réponse, sachant que le diamètre de la Lune est environ 3474 km. La valeur qui approche le mieux son volume est, et on fait 4 propositions. Alors, bien sûr, pour cela, il faut connaître le volume d'une boule. Vous vous rappelez, la boule, c'est la sphère et tout ce qui est à l'intérieur. Donc, le volume d'une boule, on le connaît. C'est 4 tiers de pi r cube. D'accord? Alors, c'est une formule qui est souvent donnée quand on est en examen. Mais ce coup-ci, elle n'a pas été donnée. Donc, c'est bien à connaître. 4 tiers de pi r cube. On voit que pour utiliser cette formule, ben, il faut connaître le rayon. Le rayon, on ne le connaît pas directement, on connaît que le diamètre. 3474. Et donc, on a un rayon de... Alors, 3474. 3474 divisé par 2. Hein, 1737. 1737 km. Donc, le volume, qu'est-ce que c'est? On va le rapprocher parce qu'on a la valeur de pi. Donc, on a 4 tiers, 4 sur 3, donc, multiplié par pi. Pi, je l'ai ici, voilà. Multiplié par r au cube. Donc, 1737. Est-ce que j'ai une touche au cube? Non. Donc, j'ai touche puissance 3. Et ça me fait donc... Alors, je l'écris parce que... Alors, 21 952, 21 952 000,
Non, c'était 21 milliards. Donc 21 milliards 952 millions 706. Et bien sûr, j'ai déjà oublié la suite. 175. Et le reste, ben, je ne m'en occupe pas. Tout ça en kilomètres cubes. Alors, je regarde donc un peu ce que j'ai comme proposition. Je vois que les propositions à part, enfin non pas à part d'ailleurs, elles sont toutes en écriture scientifique, du moins la réponse C et la réponse D. La réponse A, elle ne l'est pas. Et la réponse B, elle est ridicule, elle est toute petite. La réponse B, c'est 1 million et quelques, 1 million 400 000 et quelques, là on est à 21 milliards, donc la réponse B, c'est même pas la peine. Et puis finalement, entre les autres, ben, j'ai quelque chose qui commence par 12. Ou 3, 12,3, donc ce serait 123 dans l'écriture scientifique, 123 et quelque chose. Ici, j'ai 1,8, donc ça commencerait par 18. Et ici, j'ai quelque chose qui est à 2,2, donc ça commencerait par 22. Alors, moi, ça commence pas par 22, mais j'ai 21 et un 9 derrière. Donc si je devais m'arrêter à ce niveau-là, je mettrais évidemment 22. Ce qui veut dire que j'ai quoi là? Cette valeur-là, c'est quoi cette valeur-là? C'est 2, tout ceci multiplié par 10 puissance. Alors 10 puissance combien? Alors, j'ai combien? J'ai ici, la virgule est ici, la virgule arrivée, elle est au 5. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 puissance 10. Donc je suis donc à peu près à 2,19, etc. Fois 10 puissance 10, ce qui fait à peu près bien 2,2 fois 10 puissance 10. C'est donc bien la réponse D qu'il faut avoir. Alors attention, il fallait bien continuer et faire 10 puissance 10, hein. Ne pas se contenter de regarder le 2,2. Imaginons que la réponse D ait été 2,2 10 puissance 5. On serait très loin de la bonne réponse, hein. Alors on aurait même préféré une réponse avec un 1,8 mais avec 10 puissance 10 plutôt qu'un 2,2 avec 10 puissance 5, hein. Alors attention, il fallait quand même aller au bout du calcul pour vérifier qu'on était bien et dans l'écriture scientifique correcte avec donc le 2,2, on y était très proche, et le 10 puissance 10 évidemment. Alors tout ça évidemment ça se fait au brouillon ou à la calculatrice directement. On ne fait qu'écrire la bonne réponse et la réponse D, puisqu'il ne faut pas justifier, hein. C'est marqué dans l'exercice 1, aucune justification n'est demandée. Ah, quoi que non, attention. Eh oui, je me dis n'importe quoi là. Non, c'est ça. Dans cet exercice, c'est l'exercice 1 en entier, donc tout ça. Donc c'est bon. Donc aucune justification n'est demandée, à part pour le 3 où on précisait qu'on demandait de détailler les étapes. Bien, donc là, on a que ça à écrire, hein, sur la feuille. La bonne réponse et la réponse D. Tout le reste, c'est au brouillon, dans votre tête, à la calculatrice, ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est pas sur la feuille la feuille de copie. 5. Alors, et là, dans la question 5, donc compléter le tableau donné en annexe, c'est ce que j'ai rajouté ici, hein. C'est ça, c'est ce qu'il y avait dans l'annexe, une partie du moins de l'annexe qu'il fallait remplir pour ce sujet. Et si ça arrive, n'oubliez pas de rendre l'annexe, hein. Ça arrive tous les ans, il y a des élèves qui font leur travail sur l'annexe et ils oublient de rendre l'annexe. Forcément, ils n'ont pas les points. On considère le triangle RST, rectangle en S. Évidemment, je fais vite un petit dessin. Rectangle en S. Donc S ici, RST. Compléter le tableau de l'annexe, donc ce qui est à droite, à rendre avec la copie. On arrondira les valeurs des angles à l'unité. Alors, on dit que RS vaut 10, on dit que ST vaut 24, on dit que RT vaut 26, on dit que l'angle RST vaut 90, évidemment c'est l'angle droit, et on ne connaît pas les autres. Donc il faut connaître les autres angles que l'on a dans ce triangle-là. Alors là, je vais effacer tout ce qui est en haut, quand je vais avoir besoin de place pour faire pas mal de calculs, des calculs que vous avez à faire au brouillon. Puisque je rappelle qu'ici, on ne demande pas de justification,
Donc ici, il suffira de remplir le tableau dans ce que vous rendrez. Mais bien sûr, il n'est pas question de rendre au tableau comme ça, on ne sait pas à l'avance ce que ça va être. Donc il va falloir faire pas mal de textes de rédaction au brouillon pour être capable de répondre correctement à cette question. Alors on a quoi ici pour calculer l'angle STR. L'angle STR, c'est celui-ci. D'accord? Donc forcément, pour calculer cet angle-là, eh bien, je vais m'intéresser à la trigonométrie. Je vais prendre par exemple ce côté-là, qui est le côté opposé, et ce côté-là, qui est l'hypoténuse, et donc travailler avec le sinus. Côté opposé, hypoténuse, je travaille avec le sinus. Je pourrais aussi, puisque je connais toutes les dimensions, hein, j'aurais très bien pu choisir de prendre le côté adjacent, cet angle-là, c'est le côté qui est le côté ST, et l'hypoténuse. Dans ce cas, j'aurais fait du cosinus. J'aurais pu choisir également de prendre le côté RS, côté opposé, et le côté ST, qui est le côté adjacent à l'angle, et travailler avec la tangente. Voilà, c'est au choix. Là, on a vraiment le choix de faire comme on veut. Alors, on y va. RST, rectangle en S. Donc, le sinus de l'angle STR égale. Alors, comme là, c'est au brouillon, c'est pas ce qu'on va rendre. Ça veut dire que même la phrase rectangle en S, que j'ai très très mal écrite ici, on aurait même pu s'en passer. Puisque vous le savez que c'est rectangle. Vous savez que c'est parce que c'est rectangle que vous le faites. Et comme c'est uniquement pour vous, c'est pas la peine de rédiger correctement. La rédaction, elle est faite pour que la personne qui va lire comprenne pourquoi vous avez fait ça. Mais là, personne ne va lire, c'est votre brouillon. Donc il n'y a pas de souci d'être beaucoup plus à l'arrache sur la rédaction. D'accord? Là, le sinus STR, c'est le côté opposé à l'angle STR. Franchement, si je marque opposé, ça suffit. Et même, c'est quoi le côté opposé ici? C'est évidemment RS. D'accord? J'ai pas besoin ici d'expliquer. Parce que c'est pour moi, c'est mon brouillon. Donc j'ai pas besoin de mettre tous les détails. Divisé par l'hypoténuse. Allez, j'écris pas l'hypoténuse, j'écris directement RT. Donc ça me fait un sinus STR qui est égal à RS c'est 10 et RT c'est combien? RT c'est 26. Je vais pas m'amuser à simplifier. Pourquoi faire? C'est du brouillon. Je fais donc 10 divisé par 26 et je vais faire le sinus, l'arc sinus de ça. Rappelez-vous, hein, comment on fait? Quand on écrit en détail, on écrit à la calculatrice. Mais là, on ne fait pas, évidemment. À la calculatrice, on tape 10 divisé par 26 égale, et après on fait, parce que c'est le sinus qui vaut 10 sur 26, et après, non, même pas, vous tapez directement arc sinus de 10 divisé par 26 égale ou exécute. D'accord? Et on trouve, là, c'est pas la peine d'écrire tout ça, vous le faites, tout simplement. Alors moi, vous savez que la calculatrice est différente, donc je dois faire 10 divisé par 26, et après, je dois aller en trigonométrie, en seconde, et faire sinus. Et j'obtiens 22, ils disent pas à combien il faut arrondir ça? Ils disent pas combien arrondir, à combien à l'unité. Arrondira les valeurs de l'angle à l'unité. Donc j'arrondis ça à 23 degrés. D'accord? Parce que je suis à 22,6, donc je dépasse les 22,3, 22,5. Donc j'arrondis à 23 degrés. Voilà. Et pour l'autre angle, comment je fais? Ben pareil, si je veux. Je peux évidemment m'intéresser à cet angle-là, faire à nouveau un calcul trigonométrique avec les mêmes angles, les mêmes longueurs ou pas. Comme ça, si je prends les mêmes longueurs là, du coup, ce côté-là devient le cosinus, le côté opposé. Voilà, j'arrive pas. Devient le côté adjacent à l'angle vert. Celui-là, ça reste l'hypoténuse. Donc, si je continue avec les mêmes côtés, ce coup-ci, ce sera avec le cosinus que je vais faire. D'accord? Donc, je fais pareil avec le cosinus et je trouverai la mesure. Mais enfin, comme vous savez très bien que la somme des angles fait 180 degrés, eh bien, c'est pas la peine de s'embêter à faire tout ça. Ça ira beaucoup plus vite en faisant 180 moins 90 moins 23. Tout simplement. 180 la somme des angles, moins 90 qui est évidemment la mesure de l'angle droit, et moins 23 qui est l'angle qu'on a trouvé tout à l'heure. On va en valeur approchée, hein. On s'en fiche, on n'a pas besoin de valeur exacte ici. On nous demande seulement une valeur approchée à l'unité. Donc 180 moins 90 moins 23 égale
qu'est-ce qu'il m'a fait? Je sais pas ce qu'il m'a fait. Je recommence parce que là, ça n'a pas marché. 180 moins 90, ça fait évidemment 90, hein, moins 23, 67. 67 degrés. D'accord? Puis, périmètre du triangle RST. Alors là, on connaît les trois longueurs des côtés de ce triangle. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire ici. Il suffit tout simplement de faire l'addition des trois, c'est le périmètre. Hein. Donc, 10 plus 26 plus 24, on obtient 60. Attention, 60 quoi? 60, tout est en rien, en fait. Tout est en rien. Si, en millimètres. 60 millimètres. Et quant à l'aire du triangle RST, ben vous connaissez très bien la formule de l'aire d'un triangle rectangle. Hein. C'est cette longueur multipliée par celle-ci, c'est-à-dire les deux longueurs de l'angle droit, les deux mesures des côtés de l'angle droit, divisé par 2. Pourquoi c'est ça? Parce que si je considère ceci comme étant la base, ben la hauteur c'est ça, donc c'est base fois hauteur sur 2, évidemment. Donc ça me fait donc ce côté-là 24, multiplié par ce côté-là 10, divisé par 2. Donc 24, 12 fois 10, ça va faire 120. Hein. Ça va faire donc 120 millimètres carrés. Voilà. Ça me paraît bon. Hein. Bon, c'est toujours pareil. Hein. Il peut toujours y avoir une erreur qui traîne. Si vous en trouvez une, vous me le dites. Allez, on passe à l'exercice 2. Exercice 2, exercice sur les probabilités. Alors, partie 1. Dans la première partie, on lance un dé bien équilibré à 6 faces numéroté de 1 à 6, puis on note le numéro de la face du dessus. Sans justification, donnez les issues possibles. Alors, les issues possibles. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut sortir finalement hein c'est un dé à 6 faces. Hein c'est 1, c'est 2, c'est 3, c'est 4, c'est 5 et c'est 6. Voilà les 6 possibilités de sortir lorsqu'on a un dé à 6 faces. C'est très très facile. Il faut juste savoir ce qu'est une issue en fait. Hein. C'est quasiment une question de leçon ça. Petit 2, c'est ici. Alors issue, on va pas trop le E ici. Pour dire la vérité, je ne sais même pas si je l'ai mis. Voilà, il est là. Petit 2. Quelle est la probabilité de l'événement A? On obtient 2. La probabilité de A, simplement, est, alors je vais appeler ça P de A, et c'est égal à combien? Toujours pareil. C'est parce que tout ça c'est équipe probable hein, et qu'ici on n'a pas de souci. Il y a combien d'issues pour obtenir 2? Une seule. Il y en a combien au total? Il y en a 6. Donc c'est évidemment 1 sur 6. On a une chance sur 6 d'obtenir un 2. Quant à la probabilité de B, la probabilité de B, quand je vais appeler P de B, alors c'est quoi? Si on obtient un nombre impair, c'est quoi un nombre impair? C'est le 1, c'est le 3, c'est le 5. Il y en a 3 donc. Le 1, le 3, le 5, ça fait 3 issues possibles. Tout est plus probable évidemment, par rapport au 6 total, parce que le dé est bien équilibré. Donc j'ai 3 chances d'obtenir nombre impair sur les 6, donc 3 sur 6, que bien sûr je vais simplifier en 1 sur 2. On continue, partie 2. Dans cette deuxième partie, on lance simultanément 2 dés bien équilibrés à 6 faces, dans des dés tout à fait normaux, un rouge et un vert. On appelle score la somme des numéros obtenus sur chaque dé. Quelle est la probabilité que l'événement C, le score est 13? Voilà, quelle est la probabilité de cet événement, le score est 13? Évidemment, ça c'est relativement facile. Au maximum, on pourra obtenir un 6 sur le dé rouge, un 6 sur le dé vert, donc le score maximum c'est évidemment 12. Donc arriver à 13, c'est tout simplement impossible. Donc la probabilité est donc égale à 0. Donc la question 4 c'est le score maximal est 6 plus 6, c'est-à-dire 13, 12. Donc la probabilité de C, c'est donc ce que j'appelle P de C, qui est égal évidemment à 0.
comment appelle-t-on un tel événement? C est un événement impossible. Ça ne peut pas arriver. Alors, c'était pas petit cas, c'est le petit 1, ça, de la partie 2. Et ça, c'était 1, 2, 3 de la partie 1. C'est important de bien nommer, bien écrire les questions quand on y répond. Ensuite, question 2 dans la partie 2 toujours. Dans le tableau à double entrée donné en annexe que j'ai marqué, que j'ai donc mis ici, j'ai fait ici une capture d'écran. Donc ce tableau-là, donc il était fourni ce tableau-là, hein, en annexe toujours, il fallait le remplir. Donc on remplit chaque case avec la somme des numéros obtenus sur chaque dé. Compléter sans justifier le tableau donné en annexe et rendre la copie. Et rendre avec la copie plutôt. Et même à rendre avec la copie. Alors il faut remplir ce tableau, facile, hein, il y a déjà 2 cases qui sont remplies pour qu'on comprenne bien. Pourquoi ce 6? Parce que c'est 4 plus 2, tout simplement. Pourquoi ce 7? Parce que c'est 3 plus 4, tout simplement. Donc, ça c'est très facile. Ici, on a 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus 2, ça fait 3. 1 plus 3, ça fait 4. 1 plus 4, ça fait 5. 1 plus 5, ça fait 6. 1 plus 6, ça fait 7. Après, 2 plus 1, ça fait 3. 2 plus 2, ça fait 4. Bon, etc. Hein. En plus, on veut qu'on rajoute 1 à chaque fois. Il suffit de partir du premier et après de compter. Hein. Donc là, on a 3 plus 1, ça fait 4. On a 2, 3, 4 à chaque fois. Et après, après 4, on a 5, on a 6, on a le 7 qui était marqué, 8 et 9. Et après, donc là, on a 5, 6, 7, 8, 9, 10. Après, là, on a 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et là, après, on a donc 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, on remarque, c'est pas dans la question, hein, on a ici une belle diagonale de 7. Alors, donc ça c'était tout, c'est tout ce qu'il y avait à faire, il fallait remplir sans justifier. Bon là franchement, si vous tombez sur un truc comme ça, il faut pas le rater. Hein. Donner la liste des scores possibles. Par exemple, obtenir un 1, c'est un score impossible. Le minimum c'est 2. Donc on voit qu'on a un 2, on a du 3, on a du 4, on a du 5, du 6. On les voit d'ailleurs. Hein. Quand je disais on a une diagonale de 7, mais on n'avait pas que ça. On avait, et c'est vrai, la diagonale de 7 ici, mais on avait une petite diagonale, c'est pas une diagonale, mais en tout cas une parallèle à celle-ci avec des 6, une parallèle avec des 5, une parallèle avec des 4, une parallèle avec des 3, bah, c'est avec des 2 évidemment, il était tout seul, mais on a également ici des parallèles avec des 8, des 9, des 10, des 11 et des 12 et tout seul évidemment, donc ça n'a pas trop de sens de parler de parallèle ici. Enfin, alors, on retrouve ici des choses sympathiques. Alors du coup, on voit très facilement quels sont les scores possibles, hein. Ben, c'est tous les entiers entre 2 et 12. Alors les scores possibles. Alors, puisqu'il demande une liste, je ne peux pas me contenter de dire les entiers entre 2 et 12. Il faut faire la liste. Sont, alors 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Toujours pareil, plutôt des points et virgules plutôt que des virgules. Pour pas qu'on croie que ça peut être 4,5 par exemple. Hein. Donc c'est plus sûr. Enfin, déterminer la probabilité de l'événement dès le score est 10. Alors on voit finalement que il y a combien de possibilités ici? Il y a combien de cases en fait ici, ici? Il y a combien de cases? Il y a 6 cases en horizontale, 6 cases verticales, donc il y a 36 cases en tout. D'accord? Il y a 36 possibilités dans ce jeu-là. 36 possibilités. Oui, parce que même quand on a 4 et 4 ici, c'est pas les mêmes possibilités. Parce que le premier 4 ici, c'est un 2 rouge et un 2 vert, alors qu'ici, c'est un 1 rouge et un 3 vert. Donc c'est pas les mêmes sorties finalement. Donc bien compter les 36 possibilités. De ces 36 possibilités, combien il y en a dont le score est 10? Tout simplement. Donc des 10, il y en a 1, 2 et 3. Donc, puisqu'il y a 3 possibilités d'avoir de 10 sur les 36, j'essaie de refaire 10 à peu près correct ici. Puisqu'il y a 3 possibilités de 10 sur les 36 au total, eh bien la probabilité sera tout simplement de 3 sur 36.
il y a question 3. On demande un peu de justifier, un peu justifier quand même. Il y a 3 possibilités pour avoir un 10 sur les 36 au total. Donc, la probabilité de D est P de D qui est égal à 3 sur 36. Ce qui, bien sûr, en le simplifiant par 3, va faire 1 sur 12. J'en reste là, parce que si je calcule, ça ferait un nombre, un nombre qui ne serait pas décimal, une division infinie. Donc, autant rester à la fraction 1 sur 12. On ne nous demande rien de particulier ici, donc autant en rester là. Allez, j'efface la partie 1 pour me faire un petit peu de place. Et ainsi, attaquer le petit b. Alors, ça, c'était le 3a. Maintenant, je vais faire le 3b. J'aurais écrit 3 parce que sinon, on ne saura pas où on en est. Le 3b, déterminer la probabilité de l'événement E. Le score est un multiple de 4. Alors là, le score est un multiple de 4. Bon, on a 4, évidemment, qui est un multiple de 4. On a les 8, qui sont des multiples de 4, évidemment. Et on a 12 aussi, qui est un multiple de 4. Alors, on voit qu'il y a... donc, on va le compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 possibilités pour avoir un multiple de 4. D'accord. Il y a 3 avec 4. 1, 2, 5 avec 8. Et 1 avec 12. Je précise. C'est plus la peine de dire sur les 36. C'est pareil que le petit a. Donc, la probabilité de l'événement E, qu'est-ce que ça va être? Ça va être P de E, qui est donc égal à 9 sur 36. Là encore, je peux simplifier par 9 ce coup-ci, parce que 36, c'est 9 fois 4, ce qui nous fait 1 sur 4. Donc, une chance sur 4 de tomber sur un multiple de 4 avec ces deux dés à lancer. Enfin, montrer que le score obtenu a autant de chances d'être un nombre premier qu'un nombre strictement plus grand que 7. Donc, pour ça, on fait comment? On calcule la probabilité d'être un nombre premier et la probabilité d'être un nombre strictement plus grand que 7. Et on va vérifier si on tombe tous les deux sur 0,3 par exemple, c'est que c'est bon. Ils ont strictement autant de chances d'être un plutôt que l'autre. Alors là encore, je vais effacer une partie. J'efface la partie 2 qui est à droite pour me laisser la place de faire la suite. Alors, la probabilité. Il y a combien de possibilités pour avoir un nombre strictement plus grand que 7? Donc, j'ai les 8, évidemment. J'ai les 9. Non, j'ai les 8, je ne sais pas rentourer ici. J'ai les 8, j'ai les 9, j'ai les 10, j'ai les 11 et j'ai les 12. Alors, il y a... Ça, c'est le petit C, donc. Il y a, alors... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 possibilités d'avoir un nombre strictement plus grand que 7. D'accord. Donc, je pourrais avoir la probabilité, ce serait donc 15 sur 36. Mais en réalité, j'ai même pas besoin de calculer cette probabilité. Puisque si j'ai aussi 15 possibilités d'avoir un nombre premier, j'aurai forcément la même probabilité. Puisque la division, elle se fait toujours sur 36. Donc, ce qui va faire la différence, c'est le numérateur.
Donc c'est le 15 ici. Si j'ai aussi 15 possibilités en nombre premier, ben c'est bon. J'ai la même chose. Donc là, je vais peut-être préciser aussi. 15 possibilités, j'en ai donc 5 avec 8, 4 avec 9, 3 avec 10, 2 avec 11 et 1 avec 12. Et combien y a-t-il de possibilités d'avoir un nombre premier ici? Alors, il y a, on va les compter. Je prends quoi? Je vais prendre du bleu, je n'ai pas fait de bleu encore. Nombre premier, j'ai le 2 qui est nombre premier, j'en ai un. J'ai le 3 qui est un nombre premier. Le 4, non. Le 5, oui. Nombre premier. Le 6, non. Le 7, oui, c'est un nombre premier. Le 8, non. Le 9, non plus. Le 10, non plus. Le 11, oui, c'est un nombre premier. Et le 12, non. Ça en fait combien, ça? Je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a aussi 15 possibilités d'avoir un nombre premier. Je vais préciser quelles sont ces 15 possibilités. J'ai une avec 2, une possibilité avec 2. J'ai 3 possibilités. Non, j'ai 2 possibilités avec 3. J'ai 4 possibilités avec 5. J'ai donc 6 possibilités avec 7. Et j'ai 2 possibilités avec 11. Donc, le score obtenu, il faut reprendre finalement la phrase de la question, hein. Le score obtenu a autant de chances d'être un nombre premier qu'un nombre strictement plus grand que 1. N'hésitez pas toujours à reprendre la manière dont ça a été écrit dans l'énoncé. C'est la meilleure manière d'avoir de ne pas risquer de se tromper dans le choix des mots. Plus grand que 7. Tout à l'heure j'ai dit 1 je crois, mais c'est 7 évidemment. Et voilà, c'est terminé. On a terminé avec cet exercice 2. Exercice numéro 3, exercice Scratch. Un professeur propose à ses élèves 3 programmes de calcul, dont 2 sont réalisés avec un logiciel de programmation, avec Scratch. Alors, donc on a donc programme A, programme B, et puis un programme C, il n'est pas écrit en Scratch, il est écrit, je dirais, en classique. Montrez que si on choisit 1 comme nombre de départ, alors le programme A affiche pendant 2 secondes, on obtient 1. Pas terrible, c'est montrer que avec du Scratch, c'est être un peu galère à écrire, mais tant pis. Il va bien falloir trouver une manière de leur écrire ça. Alors, si on choisit le nombre de départ à 1, réponse prend la valeur 1, tout d'abord. Donc, nombre choisi prend la valeur 1, puisque d'abord il y a demander, choisir un nombre, donc ça c'est réponse qui prend la valeur 1. Puis il y a mettre nombre choisi à réponse, donc nombre choisi prend la valeur de réponse, c'est-à-dire 1. Ensuite, valeur 1 à 1 plus nombre choisi. Donc valeur 1 prend la valeur, donc nombre choisi, c'est-à-dire 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Ensuite, valeur 2 qui prend la valeur qui prend la valeur 1 fois 3. Donc valeur 2, alors EUR, prend la valeur, alors 3 fois valeur 1, la valeur 1 valant 2, prend la valeur 6. Alors peut-être qu'on peut même le préciser, ici c'est 1 plus 1 égale 2, hein. Et ici 3 fois 2 égale 6. Et enfin, résultat
prend la valeur. Valeur 2, c'est-à-dire 6, moins 3, c'est-à-dire 3. Et donc, il affiche résultat. Donc, 3 pendant 2 secondes. 2 secondes. Voilà, je pense que c'est un peu la seule manière de voir ça. Ce qu'on peut faire éventuellement pour simplifier un peu les choses, il y a une manière de faire en programmation qui est pas celle de Scratch d'ailleurs, qui n'est pas utilisée dans beaucoup de langages, mais c'est plutôt une écriture pour faire à la main. Prend la valeur, va souvent s'écrire avec une flèche vers soi. Enfin, vers soi. C'est-à-dire que quand je dis nombre choisi prend la valeur 1, on écrira nombre choisi, la flèche comme ça, qui veut dire prendre la valeur 1. C'est-à-dire que le 1, la valeur 1 rentre dans nombre choisi. Ça se fait souvent, donc peut-être qu'on pourrait utiliser ça si on nous demande encore des choses. Alors on va faire comme ça pour se simplifier l'écriture. Petit b. Montrer que si on choisit 2 comme nombre de départ, alors le programme B affiche pendant 2 secondes, on obtient moins 15. Enfin, c'est la même chose. Donc je vais faire avec ma petite flèche vers la gauche. Alors tout d'abord, ici, là j'ai pas fait la flèche, mais après il n'y a pas besoin. Ici, deuxième ligne ici, deuxième bloc plutôt, demander un nombre et attendre. Donc, vu qu'on a choisi moins 15, ça veut dire que réponse prend la valeur moins 15. Ensuite, nombre choisi est mis à réponse. Donc, nombre choisi prend la valeur moins 15. Ensuite, mettre valeur 1 à nombre choisi plus 3. Donc, valeur 1 prend la valeur de nombre choisi, c'est-à-dire moins 15, plus 3, ce qui fait moins 12. Après, ça c'est le bloc d'ici. Après, le bloc d'en dessous. Valeur 2 prend la valeur de nombre choisi moins 5. Nombre choisi vaut toujours moins 15. Moins 5, ça lui fait moins 20. Et enfin, résultat. Vous avez vu, ils ont mis un accent résultat. Donc, hop, mettons l'accent aussi. Résultat prend la valeur. Valeur 1 fois valeur 2. Valeur 1, c'est moins 12. Fois valeur 2, c'est moins 20. Allez, on met une parenthèse partout parce que c'est pas plus joli. Ce qui fait donc plus, on ne marque pas le plus, 12 fois 20, ça fait 24 fois 10, 240. Et après, il affiche résultat, donc 240 pendant 2 secondes. Bien. Question 2. Soit x le nombre de départ. Quelle expression littérale obtient-on à la fin de l'exécution du programme C? Alors, programme C, on choisit un nombre, x, on le multiplie par 7, fois 7, on ajoute 3, et on soustrait le nombre de départ, moins x. Là, par contre, on va pas se contenter d'écrire ceci. On va marquer quoi? Parce que le soit x, le nombre de départ est déjà placé. On obtient, directement, c'est plus simple. On obtient x fois 7 plus 3 moins x. On peut peut-être s'intéresser à le simplifier un peu. 7x plus 3 moins x. Ce qui fait donc 6x plus 3. D'accord? N'oubliez pas que le moins x, c'est moins 1x. Donc 7x moins x, ça fait bien 6x. 6x plus 3. Parfait. Question 3. Un élève affirme qu'avec un des 3 programmes, on obtient toujours le triple du nombre choisi. A-t-il raison? Alors, peut-être. En tout cas, c'est pas avec le programme C. Puisque avec le programme C,
c'est 6x plus 3. Donc c'est pas le triple. L'expression littérale qui donnerait le triple, ce serait 3x. Donc le programme C, il donne pas toujours le triple. Le B non plus. Parce que j'ai moins 15, quand j'ai moins 15, ça m'a donné 240. Donc forcément, ça donne pas le triple. Donc le B, c'est pas possible. Le A peut-être. Le A peut-être effectivement, puisque le A, lorsque j'ai pris 1, j'ai obtenu 3 à l'arrivée. Donc c'est bien le triple. Alors comment est-ce qu'on va faire pour savoir si c'est général? Ben, c'est général, on va prendre ce programme A et on va plutôt le travailler comme le programme C finalement, en écrivant une écriture littérale. Alors avec le programme A, en entrant X, on obtient quoi? Non, on choisit donc vaut X, valeur 1 vaut 1 plus X, valeur 2 vaut tout ceci fois 3, donc tout ceci fois 3, et après, résultat, c'est valeur 2, c'est-à-dire tout ceci, moins 3. Allons-y, je développe ici évidemment le 3 dans la parenthèse, donc 3 fois 1, plutôt 1 fois 3, plus x fois 3, et le moins 3 qui ne change pas. Donc ce qui fait donc 3 plus 3x, moins 3, ce qui fait 3x. Effectivement, si j'entre x, je ressors toujours avec 3x. On peut donc conclure que donc, j'écris à côté et en travers, donc l'élève a raison. Bravo. J'ai répondu à la question 2, c'est bon. J'ai répondu à la question 3, c'était ici. Question 4. Alors pour la question 4, on va effacer la partie droite pour avoir un peu de place. Alors, que me demande-t-on à l'exercice 4? Résoudre l'équation. Ah, tout simplement, une petite équation produite, c'est sympa. Hein. 4a. Donc, on a donc l'équation x plus 3 fois x moins 5 égale 0. Tout simple. Hein. Donc, ça veut dire que x plus 3 égale 0 ou x moins 5 égale 0. Dans la première équation x plus 3 égale 0, je dois me débarrasser du 3, évidemment, qui est mal placé. Donc, je réécris l'équation en laissant un peu de place. Je fais pareil pour l'autre, d'ailleurs. Alors, je dois évidemment rajouter moins 3 de chaque côté, ici. Quant à l'autre équation, puisque j'ai moins 5 qui me gêne, je dois rajouter plus 5 de chaque côté. Ce qui me fait donc ici x égale moins 3 ou x égale 5. Les solutions sont x égale moins 3 et, n'oubliez pas c'est et, x égale 5. Voilà. Pour quelle valeur de départ, petit b, hein, pour quelle valeur de départ le programme B affiche-t-il on obtient 0? Alors, bien penser que si c'est la question petit b, alors qu'on vient de faire une équation produit dans le petit a, c'est pas forcément pour rien. Regardons le programme A, le programme B, si j'entre x. Avec le programme B, en entrant x, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, on obtient. Alors, j'entre x, donc nombre choisi vaut x. Valeur 1 vaut nombre choisi plus 3. Valeur 2 vaut nombre choisi moins 5. Et après, il faut multiplier valeur 1 et valeur 2. C'est ça, résultat. Donc, en fait, on voit que ce qu'on obtient dans le programme B, c'est justement le x plus 3 fois x moins 5 de l'équation produit. Et justement, puisque la question c'est quand est-ce qu'on va obtenir 0, on doit donc savoir pour quelle valeur de x ceci sera égal à 0. On cherche donc
les valeurs de x qui vérifient x plus 3 fois x moins 5 égale 0. Et ça, on les a trouvés déjà, ces valeurs de x qui vérifient ceci. Ce sont les solutions du petit a. Donc, même marqué d'après le petit a, comme ça on sait très bien de quoi on parle, d'après le petit a. Les valeurs de, comment on dit, les valeurs qui font afficher, on obtient 0. On obtient 0 sont moins 3 et 5, mais pas x ici, parce que forcément les valeurs, le x n'a pas trop de sens dans le programme. Hein. Les valeurs qui font afficher on obtient 0 sont moins 3 et 5. Question 5. Pour quelle valeur, on ne sait pas si c'est pluriel ou pas d'ailleurs. Normalement, en fonction, on devrait toujours mettre au pluriel, mais comme là, il n'y en a peut-être qu'une, ils n'ont pas voulu vous induire en erreur. Pour quelle valeur de départ, le programme C affiche-t-il le même résultat que le programme A? Alors, le programme C, mais plutôt le programme A, donne, on l'a expliqué tout à l'heure, 3x. Le programme C, lui, qu'est-ce qu'il donne? Il donne, alors du coup, je sais plus, c'était donc 7x plus 3 moins x, donc c'était 6x plus 3, donne 6x plus 3. Hein, on l'a fait tout à l'heure, mais là j'ai effacé. Mais vous vous rappelez, vous l'avez noté sur les feuilles. Donc le programme C donne 6x plus 3. Donc on cherche donc une valeur de départ pour avoir le même résultat. On cherche donc les valeurs qui vérifient quoi? Qu'on a la même chose des deux côtés. C'est-à-dire que le programme C, 6x plus 3, les valeurs de x évidemment, hein, les valeurs de x qui vérifient 6x plus 3 égale 3x. On pourrait aussi écrire 3x égale 3x égale 6x plus 3, ce serait pareil. En réalité, ce serait un poil plus compliqué, on aurait des moins qui vont apparaître. Ici, il y aura moins de moins justement. Il y aura moins de moins à faire apparaître. Donc, il faut donc résoudre une telle équation. Bon, déjà, on voit bien que c'est pas une équation produit. Il n'y a pas de x carré. Donc, c'est juste des x tout seul. Ça veut dire que on n'aura pas de pluriel dans ces valeurs. On va en trouver qu'une seule. Alors, comment est-ce qu'on fait pour résoudre ça? Ben, toujours pareil. Hein. Qu'est-ce qui est mal placé? Ici, la seule chose mal placée, ben, c'est le 3x. Donc, 6x plus 3 égale 3x. Je me débarrasse de ce 3x en rajoutant moins 3x de chaque côté. Ce qui va donc faire... Ah non, il y a aussi le 3 qui est mal placé, évidemment. Donc je dois évidemment aussi rajouter moins 3 de chaque côté, évidemment. Donc ça me fait quoi ici? Alors ici j'ai 6x et moins 3x, ça me fait 3x. J'ai plus 3 moins 3, ça fait donc 0, égal. Et de ce côté, j'ai 3x moins 3x, ça fait 0. Et le moins 3 tout seul, moins 3. 3x égale moins 3. Bon, maintenant, vous savez, il faut que je me débarrasse de ce 3. Celui-ci. Celui qui est devant le x. Pas celui-là. Hein. Celui-là, il pose aucun problème. Mais le 3 qui est devant le x, il faut m'en débarrasser. Puisque je veux garder seulement x égale. Alors donc, pour cela, je vais, toujours pareil, multiplier de chaque côté par, là comme le 3 est multiplié à l'inconnu, c'est multiplié par l'inverse de ce qui gêne, donc multiplié par 1 sur 3. Je peux donc simplifier par 3, et il me reste donc plus que x égale, alors je pourrais calculer, hein, moins 3 fois 1, ça fait moins 3 sur 3, mais je peux également directement simplifier, le 3 avec le 3 ici, et qu'est-ce qu'il reste du coup? Ben, il ne reste plus que le moins avec le 1, ça fait moins 1. Donc, pour quelle valeur de départ C affiche-t-il les mêmes résultats que le programme A? On va dire que A et C affichent le même
résultat en partant de moins 1. Voilà. C'est un exercice Scratch qui faisait plus de l'équation et un peu de calcul que de Scratch. Mais ça arrive, on ne sait jamais ce qu'on tombe. Hein. Vous avez vu, Amérique du Nord, même pas de Scratch. Ici, du Scratch, mais très calculatoire. Et parfois, du Scratch, beaucoup plus de programmation. C'est la surprise du jour. Bien, allez, on passe à l'exercice suivant. Allez, on prend son vélo et on passe à l'exercice 4. Aurélie fait du vélo en Angleterre au col de Hacknott. Elle part d'une altitude de 251 mètres et arrive au sommet à 393 mètres. Donc on a ici le schéma qui reprend les données qu'on a en dessous, à savoir les perpendiculaires, les distances que l'on connaît, et puis les points qui semblent alignés sont réellement alignés, c'est marqué dans le texte. Première question, justifier que le dénivelé d'Aurélie aura parcouru. Justifier que le dénivelé... Voilà, la phrase était un peu plus longue. Faut donc prouver que le dénivelé d'Aurélie, finalement, il est égal à 142 mètres. Alors, c'est relativement facile ici. On demande cette distance-là, finalement. Vu qu'on a les altitudes extrêmes, il suffit de faire la soustraction. E est à l'altitude 393 mètres. C est à l'altitude 251 mètres. Donc la distance EC, c'est donc 393 moins 251. En fait, on est quasiment dans un petit calcul de cinquième. Distance de 2 points sur une droite graduée, finalement. Une droite graduée ici qui marque les altitudes. Donc 393, le plus grand, moins 251, le plus petit. Et ça nous fait évidemment EC qui est égal à 142 mètres. Voilà donc ce qu'il fallait prouver. Question petit 2. Petit A. Montrer que les droites DB et EC sont parallèles. Les droites DB et EC sont parallèles. C'est évident, hein, elles sont perpendiculaires à une même troisième droite. Là, c'est niveau 6e. On a la droite DB qui est perpendiculaire à la droite BC, ou AB, ou AC, hein, c'est pareil. D'ailleurs, BC, ici, AB, DA, la droite, selon le cas, ils l'ont appelé AB ou DC, etc. Donc, appelons-la ou AC, appelons-la comme on a envie. Là, j'appelle BC, pas de problème. Donc, la droite DB est perpendiculaire à la droite DC et la droite EC, elle est perpendiculaire, elle aussi, à la droite BC. Donc, la droite BD est parallèle à la droite EC. Propriété de 6e. Quand on a deux droites perpendiculaires, toutes perpendiculaires à l'une, et parallèles à l'autre. Ensuite, montrer que la distance qu'Aurélie doit encore parcourir, c'est-à-dire la longueur DE, est d'environ 596 mètres. Voilà, je vais enlever mes petits trucs ici. Voilà. Et on va donc regarder plus en détail. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on voit que ce qu'on cherche, c'est cette distance-là que je vais repasser en rouge. La distance DE. On voit également que le dessin qui a été fait pour Aurélie, ça ressemble quand même pas mal à une configuration de Thalès. On vient en plus de prouver que les droites étaient parallèles. Seulement, Thalès ne va pas nous permettre de trouver la distance DB directement. DE plutôt. Il ne va pas nous permettre de connaître la distance DE directement. Il va nous permettre de connaître, par exemple, la distance AE. AE. Pour cela, il faut avoir plusieurs données. Il y en a une que j'ai calculée tout à l'heure dans le petit 1 et que je n'ai pas reportée sur la figure, et c'est pas bien. C'est ici 142 mètres. N'oubliez pas, une donnée, on la reporte sur la figure, comme ça on se rappelle bien qu'on a tout ce qu'il faut. Mais effectivement, là du coup on a tout ce qu'il faut, puisque pour mon Thalès,
j'ai cette distance-là et celle-là que je connais. Donc c'est bon, j'aurai une fraction que je connaîtrai tout complètement. Et comme je connais déjà cette distance-là, eh bien ça me permettra de connaître la grande distance AE. Et après, par une simple soustraction, je trouverai la distance DE. Ok? Alors on y va, par Thalès, c'est ce qui est le plus simple. Hein. On peut faire plein de choses différentes aussi. Mais par Thalès, c'est peut-être le plus classique. Alors on a les droites DB et EC qui sont parallèles. D'accord, encore du tout. Hein. Et bien sûr, les droites les droites DE et BC séquentes en A. On peut donc appliquer l'énoncé de Thalès. Donc d'après l'énoncé de Thalès, alors on a quoi? On a donc les fractions, donc AD sur AE. Donc AD, c'est-à-dire ce petit côté sur ce grand côté-là, est égal à AB sur AC, c'est-à-dire sur le côté qui fait le sol, enfin le sol, plus que le sol, l'intérieur de la Terre. Hein. AB, le petit côté sur le grand côté. Bon, en réalité, cette fraction-là ne sert pas à grand-chose, parce qu'on ne connaît aucune de ces longueurs, donc c'est vraiment pas celle-là qui va nous intéresser en réalité. Est égal donc à, on a dit, DB sur EC. C'est-à-dire les parallèles, hein, le petit côté sur le grand côté des parallèles. Alors on a bien compris que ce qu'on connaît, c'est DB, c'est EC, c'est également AD. Ce qu'on cherche, c'est AE, alors que AB et AC, on les connaît pas. On les barre pas parce qu'ils existent quand même, mais on les connaît pas. Donc c'est pas eux qui vont nous servir. On va évidemment utiliser en particulier ce qui va nous intéresser, c'est le fait que AD sur AE est égal à DB sur EC. Ce qui nous fait donc un produit en croix, en commençant toujours par ce qu'on cherche, c'est-à-dire AE. AE multiplié par AD est égal... Non, je fais n'importe quoi. AE multiplié par DB. Et oui, produit en croix, hein, donc il faut forcément faire une croix. AE multiplié par DB est égal à AD fois EC. Est égal à AD fois EC. Alors, qu'est-ce que je cherche, moi? Mon but, c'est de garder AE. Donc, ce qui me gêne, c'est ce DB qui est là. Et pour me débarrasser d'un DB qui est ainsi multiplié à l'inconnu, toujours pareil, je vais multiplier de chaque côté par 1 sur DB. Ce qui me fait donc que AE est donc égal à AD fois EC divisé par DB. Alors là, je ne vais pas passer à la valeur numérique, puisque on nous dit quoi? On nous dit que la distance, c'est environ 596 mètres. D'accord? Donc ça veut donc dire que ce ne sera pas exactement ça. Pour DE, donc j'ai pas envie de me traîner des valeurs approchées dès le départ avant même de faire la soustraction. Donc je vais continuer avec les valeurs littérales, je remplacerai directement par les valeurs un peu plus tard. Donc on obtient donc que la chose suivante, c'est que DB, non DE, qui est cherché, hein, longueur DE, c'est donc évidemment, ou plutôt que donc, on va marquer or. Or DE, c'est AE moins AD, évidemment, hein. Le côté rouge que j'ai ici, DE, c'est le grand côté que je viens de calculer, moins ce qui a déjà été parcouru par Aurélie. Donc, or, DE, c'est ça. Et donc, DE, c'est égal à AD fois EC
sur dB, c'est-à-dire AE, moins AD. Alors un peu plus tard, hein, c'est-à-dire je pense l'année prochaine, hein, quand vous aurez un truc comme ça, il faudra garder les lettres, mais simplifier un peu tout ça, c'est-à-dire mettre, il y a des trucs à mettre au même dénominateur ici, des factorisations par AD à faire. Mais bon, là, en troisième, c'est pas ce qu'on vous demande, donc on va en rester là. Mais sachez que oui, après, un truc comme ça, on a des choses à faire dessus. On aime avoir à la fin, non pas une formule suffisante pour remplacer par la valeur, mais également une formule jolie. Et là, elle est moche, cette formule avec une fraction moins un nombre, c'est un peu moche. Hein. Donc on voudra par la suite, et j'imagine que c'est dès l'an prochain on exigera ça de vous, ben, qu'on continue ces formules-là, jusqu'à avoir quelque chose de joli, du style, ce sera AD, alors sans faire le calcul, parce que je fais ça de tête, hein, mais ce sera AD multiplié par EC moins DB sur DB. Voilà, je pense que ce sera ça, DE. Et même, je vais garder, comme ça on va calculer les deux, on va voir si on trouve la même chose. Alors si je me suis trompé lamentablement, ou si ce n'est pas aussi lamentable que ça. Alors ça fait quoi du coup ça, DE? On va remplacer par les valeurs. Alors AD, il faut peut-être marquer les valeurs quand même. Je monte un petit peu ça pour marquer, pour voir la place. DE égale. Alors AD c'est combien AD? AD c'est 51,25 multiplié par EC, donc 142, sur DB 11,25 moins AD. Non, non, moins AD, donc c'est-à-dire moins AD qui vaut 51,25. Ouais, ce qu'on n'aime pas, c'est ça, c'est on fait apparaître deux fois le AD. Et ça, on n'aime pas trop. On préférait qu'il n'apparaisse qu'une seule fois. Bon, vous direz, là-haut, il y a DB qui apparaît deux fois. Hein. Mais pas de la même manière. Bon, faut s'habituer, simplement. Non, c'est pas ça ici. C'est ici. Ça, on s'en fiche. C'est pour les fichiers. Alors, donc, on a quoi? Donc, 51,25 multiplié par 142 divisé par 11,25. Voilà un gros truc. Et à ça, on enlève 51,25. Donc 595,63 et quelques d'ailleurs, 64 même. Et ce qu'on arrondira au mètre près à 596 mètres. Voilà. Allez, pour mon petit plaisir, est-ce que ça marche là-bas? AD, c'est combien AD? AD, c'est 51,25 multiplié par parenthèse EC 142 moins DB 11,25 divisé par DB 11,25. C'est ça, on trouve bien pareil. Donc c'est bien ça. Voilà, c'est en tout cas ce genre de formule à laquelle vous devrez arriver lorsque vous serez au lycée. Hein. Être capable de passer de ça à ça. Pas compliqué, hein. On met au même dénominateur, on factorise par AD. C'est excessivement simple, mais on fait ça avec des lettres. Et forcément, au collège, on avait tendance à assez rapidement passer aux valeurs numériques. Et au collège, au lycée, au contraire, on a tendance à ne surtout pas passer aux valeurs numériques, à garder le plus longtemps possible les valeurs littérales, et même parfois de garder que des valeurs littérales, de jamais passer à des valeurs numériques. Bon, de toute façon, vous verrez ça l'année prochaine. Vous avez encore quelques petits mois avant d'y arriver. Bien, pour la suite du travail, on décide que la distance DE vaut exactement 596. Bon, admettons. Hein. Donc ici, on va dire que ça fait 596, c'est pas vrai. Hein. On a vu que ça faisait un petit peu moins. Mais c'est pas grave, on considère que c'est 596. C'est ce que nous demande l'énoncé. Alors, on va donc maintenant effacer un peu tout ça. Oh, les pas en gomme. Voilà, effacer un peu tout ça. Bon, finalement, ça va peut-être plus vite avec ça. Où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà.
Et puis le haut aussi, de faire. Avant de passer à la suite. Alors la suite, c'est quoi la suite? C'est un problème de vitesse apparemment. Supprimer, oui. Et il veut pas. Ah, du coup, ma tour, oh là. C'est pratique, mais parfois c'est embêtant. C'est pour vous, là. Perdu du temps pour rien. Alors, on a donc quoi? Sachant qu'Aurélie roule à 8 km par heure, et que si elle part à 9h55 du point D, du point D, donc là où elle part maintenant, et à quelle heure arrivera-t-elle au point E? Arrondir à la minute. Alors là, puisque tout est donné en mètres ici, les distances, toutes les distances sont données en mètres, et que elle va pas mettre non plus des heures et des heures, plusieurs heures pour faire ce chemin-là. D'accord, il y a même pas un kilomètre et elle fait 8 km par heure. Moi, je préférerais que mes unités soient des mètres et des minutes plutôt que de kilomètres et des heures. Donc la première chose que je vais faire, c'est convertir cette vitesse, cette vitesse en mètres par minute. Pas peine de passer par aux secondes, mètres par minute. On a 8 km par heure, ça fait 8 km sur une heure, c'est-à-dire 8000 mètres sur 60 minutes. C'est-à-dire, on peut simplifier par 10, ça fait 800 sur 60. On peut encore simplifier par 2, ça fait 400 sur 3. Mètres par minute. Je vais pas plus, que si je vais plus, je vais tomber sur des valeurs approchées. J'ai pas forcément envie de me trimballer les valeurs approchées dès maintenant. De toute façon, il y aura forcément, ici il est marqué arrondir à la minute, hein, donc ça veut dire qu'on va pas rester, va pas tomber sur des minutes justes. Hein. Ils auraient pu, franchement, ils avaient mis 9000 par exemple, 9 km par heure, ça aurait quand même simplifié pas mal de choses, mais tant pis. Donc 8 km par heure, ça fait 400 mètres, 400 tiers de mètre par minute. À quelle heure va-t-elle arriver à ceci? Rappelez-vous, hein, toujours pareil, vous connaissez les formules. La vitesse, c'est la distance sur le temps. Ça, on se rappelle très bien, puisque la vitesse, elle est en km par heure ou en mètres par seconde. Donc, ou mètres par minute, d'ailleurs, on va le faire ici. Donc, c'est bien une distance divisée par un temps. Nous, ce qu'on cherche, c'est à quelle heure elle arrivera. Donc, combien de temps il lui faut pour arriver au point E déjà. D'accord? S'il lui faut 10 minutes, si elle part à 9h55, elle arrivera à 10h05. Ouais, donc, déjà, combien de temps il va lui falloir pour arriver au point E? Eh bien, à partir de cette formule-là, on fait un produit en croix. Produit en croix, ça nous fait D fois V égale D. D'accord? Produit en croix. Hein. T fois V égale D fois, D fois 1. Hein. V, c'est V divisé par 1, évidemment. Donc, j'obtiens ceci. Et puisque je veux avoir T égale, c'est que c'est ce V dont je dois me débarrasser. Comment on se débarrasse d'un V? Toujours pareil. En multipliant par 1 sur V. Et j'obtiens ainsi, en simplifiant par V, T égale D sur V. D'accord? Et là, j'obtiens ma deuxième formule qu'on ne connaît pas trop, celle-là. On peut la prendre par cœur, évidemment. Mais souvent, on s'en souvient pas trop, cette formule-là. On la retrouve très facilement. C'est au brouillon, tout ça. Hein, c'est au brouillon, tout ça. On la retrouve très, très facilement à partir de V égale D sur T. Donc, on obtient quoi? Le temps qui reste à ce qu'on s'appelle déjà à Aurélie pour atteindre E. Et alors ce temps c'est quoi? On a dit c'est distance divisée par vitesse. Alors je vais l'appeler T ce temps. Donc la distance c'est 596 mètres. D'accord, les 596 mètres qui lui manquent, divisé par la vitesse. Ma vitesse c'est quoi? C'est 400 tiers. Et c'est bien en mètres, comme les 596, et le résultat que je vais obtenir, il est bien en minutes. Alors, est-ce que ça vaut la peine de s'embêter à faire des
des divisions, etc. Je pense pas, parce qu'on va tomber sur quelque chose qui n'est pas juste apparemment, parce qu'après il va falloir arrondir. Donc autant faire directement tout à la calculatrice. 596 divisé par, attention, parenthèse, 400 divisé par 3. Et ça nous fait 4,40. Oh, ça tombe pas mal quand même. Enfin, du moins, c'est pas un truc infini. 4,47. 4,47 minutes. Et comme on va arrondir ça à la minute, attention, 4,47 minutes. Est-ce qu'on est plus proche de 4 minutes ou de 5 minutes? On est plus proche de 4 minutes. Ce n'est pas 4 minutes et 47 secondes, attention. C'est 4,47 minutes. D'accord, pas pareil. 4 minutes 30, ce serait 4,5 minutes. La moitié. D'accord? 4 minutes et 30 secondes, c'est 4,5 minutes. Donc là, si on va arrondir ça à la minute, eh bien, il faut marquer T environ 4 minutes. Donc, Aurélie arrivera en E à 9h55 plus 4 minutes. 9h. Mon 9, il me plaît pas, mon 9, on dirait un G. 9h59. Ah ben voilà. Et pas mal de quelques secondes, hein. Mais en tout cas, et ce sera pas encore 10 heures. Ok. Une question 4 maintenant. Alors question 4, je vais effacer tout ça parce que sinon, je pense que j'aurai pas la place pour tout. Question 4. La pente, ce qu'on appelle la pente. La pente de quoi? La pente d'une route est obtenue par le calcul suivant. La pente, c'est le dénivelé divisé par la longueur horizontale parcourue. Alors, il y a ici un exemple. Si ici on a un dénivelé de 26 mètres, d'accord, et que pour cela, la longueur horizontale parcourue, c'est ça. Quand c'est pas la longueur de la route, hein. C'est pas ce qu'il y a sur le compteur de la voiture. C'est la longueur horizontale parcourue, ce que je repasse ici. Si c'est 200, ça nous fait une pente à 13%. En effet, si je prends une calculatrice et que je fais le dénivelé, c'est-à-dire 26, divisé par la longueur horizontale parcourue, c'est-à-dire par 200, eh bien ça nous fait 0,13. Et 0,13, c'est 13%. N'oubliez pas que 13%, c'est 13 sur 100, c'est-à-dire c'est 0,13. Et c'est bien ce que j'ai obtenu en faisant la division, 0,13. D'accord? Bon, ça c'est l'exemple ici, hein. Et donc il va falloir trouver ici le dénivelé de cette pente-là, et voir que c'est une pente à 22,5%. Ça me paraît beaucoup. Je pense que c'est une grosse cote pour les cyclistes, ça. Alors, comment on va faire ça? Eh bien, j'ai déjà le dénivelé, les 142 mètres. Les 142 mètres ici. D'accord? J'ai déjà, je ne connais pas par contre, la longueur horizontale parcourue. Et est-ce que je connais la distance AE? Oula. Est-ce que je connais la distance AE? Ben, je la connais plus ou moins. Je rappelle que le 596 qui est donné ici, il était approximatif. D'accord? Alors moi, personnellement, quand j'ai ça, j'aime pas trop. Moi, je préférerais largement m'intéresser non pas à ça, mais m'intéresser ici. Parce que la pente, c'est la même, hein. Ici, j'ai un dénivelé que je connais parfaitement, 11,25. Et j'ai ici une hypoténuse, finalement, que je connais parfaitement également. Donc, par un petit Pythagore, je vais pouvoir trouver sans problème cette distance ici, qui est donc la longueur horizontale parcourue. Je vais avoir des valeurs approchées et ça me plaît pas, vous le savez. Alors on a quoi ici? On a A
ADB qui est rectangle en B. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on va en faire avec les deux cas d'ailleurs, on fera aussi avec le truc 142 mètres et le 596 mètres, on va voir ce que ça donne. D'après le théorème de Pythagore, alors le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire AD au carré, est égal à AB au carré plus BD au carré. Ce que je cherche moi, c'est AB, donc AB au carré, ce qui veut dire que AB carré, c'est AD carré moins BD carré. D'accord ? Parfois, on fait d'abord, on remplace par les valeurs et on fait la soustraction après, ou soit on la fait de suite, c'est pareil. Donc ça me fait donc AB carré est égal à AD carré, c'est-à-dire 51,25 au carré, moins BD carré, c'est-à-dire 11,25 au carré. Ça nous fait combien ça? Ça nous fait un AB carré qui est égal à, je prends la calculatrice, alors 51,25 au carré. Ça fait voilà, 2626, virgule quoi, virgule 5625, 5625, moins, alors moins quoi, moins 11,25 au carré lui aussi, qui est égal à 126,5625, ce qui nous fait un AB carré qui est égal à 2500. Et là, on a donc AB qui est égal à racine carrée de 2500. Et ça, on est content, parce que là, on va tomber sur quelque chose de juste. Racine carrée de 2500, ça vaut 50. 50, même rajouter 50 mètres. Donc je connais mon AB, maintenant c'est 50. Donc, le dénivelé, non, on ne peut pas déniveler, la pente. Donc la pente est, alors c'est quoi? Le dénivelé c'est 11,25 divisé par donc la longueur horizontale parcourue, on l'a calculé, c'était 50. On peut marquer également dB sur AB si on veut, mais enfin, c'est vraiment simple ici. 11,25 sur 50. Je calcule ça. 11,25 divisé par 50. Ça me fait 0,225. Ce qui, mis en pourcentage, fait 22,5%. D'accord? Et donc, j'ai obtenu bien ce que je voulais. D'accord? Alors avant de passer à l'exercice 5, juste un petit truc. Si on avait fait avec le grand triangle, comment ça serait passé? Si j'avais fait, non pas dans le petit triangle vert, mais si j'avais dit, on a ADB, non pas ADB, j'avais dit AEC, rectangle en B. Donc j'aurais fait pareil, donc d'après Pythagore, là j'aurais eu AE carré égale AC carré plus CE carré. Donc ça me fait donc AC carré égale AE carré moins CE carré, c'est pareil, hein, rien qui change. Là je remplace par les valeurs. AC carré est égal, alors AE carré. Alors AE je ne connais pas bien AE, enfin si je connais. Mais je vais prendre évidemment, puisqu'on nous dit qu'on utilisera la valeur 596, ben, je vais prendre la valeur 596. Plus 51,25. D'accord? Donc 647,25. Tout ça au carré, je ne vais pas tout détail sur la feuille. Hein. Moins CE carré, CE c'est 142. 142 au carré. Ça me fait donc
398 768 virgule 5125. D'accord? Et donc mon AC, qui va valoir la racine carrée de ça. Regardez, je tombe sur un truc qui est vraiment pas pratique. Vraiment pas pratique du tout. Donc ça, j'aime pas trop. Même pas du tout. Et après, quand je fais le calcul de la pente, donc là, je mets ça en mémoire pour pas avoir à le refaire. La pente, ce sera quoi? Donc le dénivelé, ce sera pas 11,25, ce sera 142 mètres. Divisé par cette longueur que je viens de trouver. Donc c'est celle-là. Mais en gardant tout ce que j'ai en fin, ça me fera 22, 4, 8, etc. Je sais pas à 22,5 exactement. Logique, puisque je n'avais pas la valeur exacte de AE. Donc voilà pourquoi ici il fallait mieux éviter de passer par là. C'était un mauvais choix. Ou alors, il fallait repartir, donc je vais l'effacer, sur la valeur exacte de AE. D'accord? Et non, mais comme on tombait sur nombre à virgule, un truc un peu compliqué, eh ben, il fallait garder la formule complète avec les lettres et s'en servir là-dedans. Ça compliquait pas mal les choses. Vous voyez, donc en prenant le petit triangle ADB, là on connaissait toutes les distances, elles étaient toutes justes, elles étaient données par énoncé en plus. C'était vraiment ce qu'il y avait de beaucoup plus simple pour arriver à la solution. Bon, on a presque terminé, il ne reste plus que l'exercice 5. Alors, exercice 5. Une station de ski propose à ses clients 3 formules pour la saison d'hiver. Une formule A, 36,50 € par journée. Formule B, 90 € d'abonnement, puis 18,50 par jour. 18,50 par jour. Puis la formule C, on paye 448,50. Et c'est tout, on ne paye plus rien à chaque fois. Alors, Marin se demande quelle formule choisir pour cet hiver. Alors, réalise un tableau pour calculer le montant à payer. Et on vous demande, ce tableau donc, qui est donc en annexe, je l'ai mis ici en haut à droite de l'écran, mais pour ceux qui passaient le brevet, c'était en annexe, il fallait remplir dans l'annexe, bien sûr, annexe à rendre, il ne fallait pas l'oublier. Et il fallait compléter le tableau sans justifier. Alors, nombre de journées de ski, donc soit deux journées 73 € en formule A, c'est le 36,50 multiplié par 2. 2 journées 127 €, c'est les 90 € plus 2 fois 18,50. Et formule C, évidemment, 448,50, parce qu'on paye le forfait, et après on paye plus rien. Pour 6 jours, alors pour 6 jours, calculatrice, parce que c'est sans aucune justification. Alors pour 6 jours, la formule A, on paye 36, je vais mettre ici, on verra, 36,50 multiplié par 6, hein. Ça fait donc 219 €. Alors, ici, donc 219. Donc, à faire, je fais les 10 jours. Comme ça, je me rappelle 36,50. 36,50, x 10, ça va. Hein. 365. Peut-être pas la peine d'avoir la calculatrice pour ça. Formule B. Donc là, on paye 90 € d'abonnement. Puis après, on paye un peu moins cher tous les jours. Donc, pour 6 jours, on paye donc 90 € d'abonnement. Oh, il est parti, CE. 90 € d'abonnement plus 6 fois les 18,50 par jour. Ce qui fait donc 201 €. Et enfin, pour 10 jours, on paye les 90 € plus... les 185 € pour les 10 jours, 18,50 x 10, hein. Ça fait 185, donc 275. 275. Et enfin, 448,50 à chaque fois. 448,50 en formule C à chaque fois. On voit ici que dans le cas de 2 jours, eh bien, la formule plus intéressante, c'est vraiment la formule A, où on paye donc 73 €. Pour 6 jours, c'est la formule B qui est la plus intéressante, avec 201 €. Pour 10 jours, c'est encore la formule B qui est la plus intéressante, avec 275 €. Pour l'instant, la formule C n'est jamais la plus intéressante. À cette question, dans la question 2 maintenant, donc, on
on désigne x le nombre de journées de ski. Et on considère trois fonctions, f, g et h, définies par f de x égale 90 plus 18,5 fois x, g de x égale 448,5, fonction constante donc, et h de x égale 36,5x, laquelle de ces trois fonctions représente une situation de proportionnalité. Vous le savez, la situation de proportionnalité est représentée par les fonctions linéaires de la forme ax. Donc c'est h de x qui correspond bien ici à la fonction linéaire. Donc la situation de proportionnalité est représentée par une fonction linéaire. Donc ici, c'est la fonction h. C'est la fonction h. Attention, pas h de x. H de x, c'est pas la fonction. C'est h la fonction. H de x, c'est l'image de x par la fonction h. Très bien, c'est la fonction h qui représente donc la proportionnalité, parce que c'est une fonction linéaire. Petit b associé sans justifier chacune de ces fonctions à la formule a, b ou c correspondante. On voit bien que f, petit b donc, f est associé. Alors qu'est-ce que c'est que f? F, c'est une fonction qui a x associé 90 et après 18,5 fois x, le nombre de jours. 90 d'un coup et après 18,5, c'est-à-dire 18,50 tous les jours. Bah, c'est évidemment la formule B. À la formule B. G par contre, qui est une fonction constante, hein, c'est 448,5 tout le temps, quel que soit le nombre de jours. C'est évidemment la formule C. On paye ça et puis c'est fini. Donc G est associé à la formule C et évidemment H est associé, ce qui reste, hein, associé à la fonction, à la formule A. Formule A évidemment puisque la fonction h c'est 36,5, donc 36,50 multiplié par le nombre de jours par x. Donc c'est bien ce que fait la formule A. Petit c, calculer le nombre de jours de ski donc pour lequel le montant à payer par les formules A et B est identique. Alors le nombre de jours cherché, c'est-à-dire le nombre de jours, de journées même. Je ne peux pas marquer de ski. Nombre de journées pour lesquelles oui, c'est pour lequel, parce que c'est effectivement c'est le nombre qui est là. Donc pour lequel le montant à payer avec les formules A et B est identique. Alors qu'est-ce que c'est ce nombre? Eh bien c'est la solution. C'est la solution de l'équation. La formule A, c'est quoi la formule A? C'est la fonction h qui est associée à ça. Donc ça correspond à h de x. Et B, c'est quoi la formule B? C'est associé à la fonction h. Donc égale f de x. Il faut donc résoudre cette équation-là, pardon. Et après, la solution, ce sera justement ce nombre de journées pour lequel le montant à payer avec les formules A et B est identique. Alors, notez d'ailleurs parce que la phrase est un peu longue, que tout ceci là, c'est seulement le sujet. Hein. Le nombre de journées pour lequel le montant à payer avec les formules A et B, même pas, j'ai pas été au bout là, est identique. Tout ça, c'est le sujet. Après, le verbe, c'est et la solution, etc., c'est les compléments. Donc, je vais un petit peu monter ici. Pas trop parce que
je veux garder les fonctions, voilà. Après, ça on aura besoin un peu plus tard. On va donc résoudre cette équation-là. H de x, c'est quoi H de x? H de x, on a dit, c'était 36,5x. Donc ça fait donc 36,5x qui est égal à f de x, c'est quoi? C'est 90 plus 18,5x. On voit donc quoi ici? Eh ben, on voit qu'on a une équation tout à fait classique, hein, avec ce x ici, enfin ce 18,5x qui est assez mal placé. On va donc bien le placer. Pour cela, je vais rajouter de chaque côté moins 18,5x. Donc 18,5x moins 18,5x. Alors qu'est-ce qu'il me reste ici? Là j'ai donc 36,5 moins 18,5 à faire. Donc 36,5 moins 18,5. 18x qui est égal à 90. Parce qu'évidemment, ceci, ça va faire 0. Parce que c'est fait exprès. Hein. On a justement ajouté l'opposé pour que ça fasse 0. Donc 18x égale 90. Je dois faire quoi maintenant? Eh bien, il faut que je fasse tout simplement, que je me débarrasse de ce 18. Maintenant, comment on se débarrasse de ce 18? Toujours en multipliant par 1 sur 18 de chaque côté. 1 sur 18 de chaque côté. Côté gauche, les 18 vont se simplifier, il ne va plus que rester que x. Et il va rester 90 sur 18. Et 90 sur 18, ça fait combien? Bien, puisque 18, si on fait x 10, ça fait 180. Hein. Donc, c'est-à-dire le double de 90. Et bien, ça veut dire que le total ici fait 5. X égale 5. On peut donc conclure pour 5 journées. Pour 5 journées, on paye autant en formule A et B. On peut le vérifier parce qu'on est quand même toujours pareil, on est en examen, on n'a quand même pas envie de faire faux pour une petite bêtise de rien du tout. On prend donc une calculatrice et on fait la formule donc B, c'est donc f de x, 90 plus 18,5 fois 5. Ça nous fait 182,50 €. Et pour la formule A, 36,50 fois 5, ça nous fait 182,50. C'est bon, c'est pas trompé. On a bien obtenu ce qu'on cherchait. C'est bien à 5 jours que les formules A et B sont les mêmes. En fait, on a payé pareil. Bien, maintenant, passons à la suite. On a représenté, je vais remonter ça un petit peu. On a représenté, voilà, je pense que là, ça devrait être pas mal. J'aurais aimé continuer à voir les fonctions. Voilà, ça devrait être pas mal comme ça. On a représenté graphiquement ces trois fonctions sur le graphique ci-dessous, sans justifier. Et à l'aide du graphique, 3 questions. Première question, A. Associer chaque représentation graphique D1, D2 et D3 à la fonction f, g ou h. Alors là, il y a des choses très simples à faire. D'abord, la fonction la plus simple, c'est celle qui est associée à D1. D1, on le voit, c'est une droite qui est comme ceci. Ah, j'arrive même pas à passer dessus. C'est constante, elle ne monte pas, elle ne descend pas, donne toujours la même chose. Donc c'est évidemment associé à la fonction g. Fonction g qui, quel que soit ce qu'on entre à l'entrée, quel que soit x, sortira toujours 448,5. Donc la droite D1, c'est question 3A ça. La droite D1 est associée à la fonction G. Ensuite, on a vu que H était une fonction linéaire. Fonction linéaire, pour la proportionnalité, c'est quoi une fonction linéaire? Elle est représentée par une droite qui passe par l'origine. Des deux qui restent, il n'y en a plus qu'une seule qui passe par l'origine. Donc ça veut dire que c'est D2, celle qui passe par l'origine, qui est associée à la fonction linéaire, c'est la H. Et enfin, forcément, l'autre, hein, D3,
qui est bien une droite, hein, mais qui passe pas par l'origine, eh bien, c'est bien une fonction classique d'une fonction affine. Donc, la droite D1, donc E, est associée, je sais pas si j'ai mis des E à chaque fois, je rajoute au cas où, associée à quelle fonction? Ben, la fonction affine, c'est la fonction f. On voit bien en plus, hein, on voit bien ici le 90, qui est le 90 qui est là, qui est la valeur que sort la fonction lorsque x vaut 0. On voit quoi encore? Pas grand chose. Ici, on voit le 448,5 qui est toujours le même pour la fonction g. Ici, on voit bien que ça passe par l'origine. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut voir facilement pour commencer. Petit b. Déterminer le nombre maximum de journées pendant lesquelles Marin peut skier avec un budget de 320 euros. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On va regarder quel est ce 320 euros. 320 euros, je le retrouve ici sur le graphique. Je vais donc tracer ici une droite à 320 euros. Hop là. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Bien, je vois que avec ces 320 euros, il ne peut jamais, par exemple, se payer le forfait général, le forfait, la formule C, la formule ski, je sais pas comment ça s'appelle, la formule où on paye une fois, puis après on paye plus. Il n'a clairement pas assez d'argent. Par contre, il peut se payer deux autres forfaits. Eh bien, si il prend le forfait A, eh bien, avec le forfait A, qui est donc associé donc à la droite des deux, il pourra arriver ici. Il pourra se payer presque 9 journées. Donc finalement, il pourra s'en payer 8. Mais évidemment, il pourrait aussi se prendre la formule B, qui est ici sur cette droite-là. Et là, on voit qu'il peut se payer ici un peu plus que 12 journées. Alors bien sûr, on ne va pas se payer des moitiés de journée et compagnie. Donc ça veut dire qu'il pourra se payer 12 journées. Je cherche. Voilà, pour effacer la partie rouge. Voilà. En plus, c'est sans justification, donc c'est assez facile à rédiger. Hein. On voit ici. Hein. C'est le croisement ici. Des croisements, j'en avais un également ici. Mais vu qu'il est à plus petit, bah, ça ne m'intéresse pas. Donc le croisement qui m'intéresse, c'est celui-ci. Il est donc à un peu plus que 12. Forcément, il peut pas se payer 13, il n'a pas assez d'argent, mais il peut s'en payer 12. Donc, on peut dire que Marin peut s'offrir, ou s'acheter, enfin, en tout cas, peut s'offrir 12 journées. Alors, c'est pas précisé en faisant la formule plus avantageuse, on peut dire 12 journées en... Non, même pas. Non, maximal. Alors, non. Marin peut s'offrir au maximum, voilà. Au maximum, 12 journées. Et éventuellement, on peut préciser en choisissant la formule, plutôt avec la formule, c'est laquelle? C'est la formule B. Avec la formule B. Mais ça, à la limite, c'était pas nécessaire de l'écrire. Marin peut s'offrir au maximum 12 journées, c'était largement suffisant. Bien, je vais quand même effacer ce qu'il y a à droite, l'équation ici, pour laisser un petit peu de place pour la dernière question. Au cas où on aurait besoin de place, je sais plus ce qu'on vous demande. Déterminer à partir de combien de journées de ski il devient avantageux de choisir la formule C. Eh bien, on voit ici, par exemple, que si on fait la formule A, d'accord, qui est donc par la droite ici, que je fais en bleu, si possible, sans faire trop de grabouillage. Mais non, je n'arriverai pas, tant pis. Voilà, formule droite qui est ici, d'accord. Et la formule B qui est ici. Et bien, on voit qu'elles se croisent, ces droites, elles se croisent ici. Elles se croisent où ici? Au niveau 5, qui est justement ce qu'on a éprouvé dans l'équation, là où la formule A et la formule B sont totalement équivalentes. Eh bien, on voit que avant 5 jours,
c'est la partie bleue qui est la plus basse, finalement. D'accord? Donc, c'est la moins chère. Alors que, après 5 jours, c'est la partie orange qui est la moins qui est la plus basse. Donc, c'est la formule la formule B, je m'en sortirai pas. La formule B qui est moins chère. Par contre, à ce moment-là, quand on est autour de 5 jours, la formule C, celle où on paye 400 et quelques euros, 448,50, qui est donc ici. Alors là, par contre, elle est toujours au-dessus, elle est toujours plus chère. Enfin, elle est toujours plus chère. Il y a quand même un moment où c'est la moins chère des trois. Parce que là, la droite bleue, elle continue, hein. Elle continue, tout droit, tout droit. Donc elle est de plus en plus chère. Arrivé à ce moment-là ici, eh bien, on voit que la courbe orange passe par-dessus la courbe violette. Et donc, la formule B devient plus chère que la formule C. On est à combien là? On est à peu près autour de 19, entre 19 et 20 par là. Donc, à 19 jours, eh bien, la formule B est encore un peu plus intéressante. Mais dès qu'on passe 20 jours, ben, la formule B, elle est plus chère que la formule C. On va quand même vérifier en enlevant tous ces grabouillages pour voir si c'est effectivement bien à ce niveau-là. C'est ça, hein. Il y a pas de, ça change pas. C'est bien ici au croisement. Le croisement se fait ici entre 19 et 20. Donc c'est bien à 19 jours, la formule B est encore un peu plus intéressante. À 20 jours, la formule C devient plus intéressante. Donc on peut même le vérifier par un calcul. C'est pas du tout demandé ça. Mais regardez, à 19 jours, la formule B c'est quoi? C'est 90 plus 18,50 multiplié par 19. Donc un petit peu moins que 448,50, parce qu'on a 441,50. Donc la formule B, elle est un peu plus intéressante. Par contre, dès qu'on est à 20 jours, 90 plus 18,50 fois 20. Alors, fois... je marque 2 fois 10, pour ça fois 20. Hein. Non, même parce qu'il a fait le plus. Non, il a pas fait, c'est bon. Ça fait 460. D'accord? À 20 jours, avec la formule B, je suis à 460 euros. Donc plus cher que les 448, c'est bien ce que j'ai vérifié ici graphiquement. Donc c'est bien ici, c'est bien ça. Détermine à partir de combien de journées de ski il devient avantageux de prendre la formule C. Là, non, c'est le petit c. La formule C est la plus avantageuse. Avantageuse à partir, parce qu'évidemment, après, pour 20 jours, 21 jours, 22 jours, elle sera encore plus intéressante que les autres, parce que forcément, la droite orange, elle aussi, elle va continuer à grimper. Hein, alors que elle, la violette, elle est haute, mais elle montera plus. Donc, elle sera forcément plus basse que les deux autres. La formule C est donc la plus avantageuse à partir de 20 journées de ski. Alors, cet exercice-là sur le ski, c'est très 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 classique. Hein. Parfois c'est du ski, parfois c'est de la piscine, parfois c'est des forfaits téléphoniques. C'est toujours le même principe. Une linéaire, une affine, une constante, qui est également une affine évidemment, comme la linéaire qui est également une affine aussi. Et puis on a des trucs à faire comme ça. Quand est-ce que c'est égal, quand est-ce que c'est plus grand, quand est-ce que c'est plus petit, lequel vaut mieux choisir, etc. Ça c'est assez classique. Ça arrive assez souvent. C'est arrivé ici cette année pour les entrées étrangers. On verra si ça arrive pareil pour vous dans quelques jours. Voilà. Bon, ben, j'espère que cette correction vous aura aidé et surtout que vous n'avez pas eu trop besoin parce que vous avez réussi à tout faire tout seul. Allez les enfants, bonne journée à tous. Travaillez bien et bon brevet à tous. Ciao ciao.